Merci beaucoup de votre invitation, Monsieur le Président du Conseil économique et social et environnemental, Monsieur le Président de la Fondation fondamentale, cher David de Rothschild, Madame la Directrice, chère Marion Le Boyer. Alors avec les masques, je ne reconnais personne, excusez-moi, mais voilà. Mesdames et Messieurs les directeurs, les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, merci tout d'abord à Fondamental et aux institutions qui se sont associées pour organiser cet événement. Et pour l'initiative de ce colloque, pour l'honneur que vous me faites de clôturer vos travaux. Je sais combien vous êtes tous fortement mobilisés, souvent de longue date, en faveur de la santé mentale. Moi, j'ose parler de santé mentale. Dois-je rappeler ici vos contributions et leurs échos? Le cri d'alerte lancé il y a 3 ans par Fondamental, en partenariat avec l'Institut Montaigne, Psychiatrie, l'état d'urgence. La démarche Parlons Psy, engagée parallèlement et initiée par la Fondation de France et l'Institut Montaigne via un tour de France et des ateliers pour le recueil d'initiatives pertinentes en santé mentale. L'adoption, le 3 mars dernier, à l'unanimité dans cette enceinte du Conseil économique, social et environnemental de l'avis très documenté de ses rapporteurs, Alain Dru et Anne Gauthier, améliorer le parcours de soins en psychiatrie. La contribution très éclairante publiée en juin dernier par la Fédération de la Mutualité française via son observatoire pour un diagnostic et des propositions très concrètes sur la santé mentale. Dans la foulée des assises de la santé mentale et de la psychiatrie, puis du sommet mondial sur les droits en santé mentale organisé au plus haut niveau de l'État, qui a mis la santé mentale et la psychiatrie au premier plan, votre colloque s'inscrit dans un moment porteur. Cette concordance des événements témoigne d'une mobilisation inédite en faveur de la santé mentale et je m'en réjouis. Vous avez placé votre colloque sous le signe de la crise sanitaire avec le thème « La psychiatrie à l'heure de la Covid-19 et après ». Je commencerai donc par là. Les 3 leçons de la Covid doivent nous interpeller. Nous devons tirer ces leçons de cette pandémie qui nous a bien sûr durement frappés, qui n'est pas terminée et devant laquelle nous ne devons pas encore baisser la garde. Pour ma part, j'en retiens donc au moins 3. La Covid a révélé la grande fragilité de nos sociétés face à la maladie et mise en exergue des inégalités de santé dont nous ne pouvons nous satisfaire. Ce sont d'abord les publics les plus vulnérables qui ont été les plus durement touchés par l'épidémie, soit directement, soit par ses conséquences, notamment psychiques. Enfants et jeunes, personnes âgées, personnes en situation de précarité sociale, personnes en situation de handicap. L'ensemble du gouvernement s'est mobilisé afin de garantir la pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap, leur accès aux droits, tout en veillant à ce que leurs besoins spécifiques soient bien pris en compte. Dès le 2 avril 2020, puis durant les périodes de confinement ou de couvre-feu successives, le président de la République a pris la parole immédiatement. Les restrictions mises en œuvre pour freiner la circulation du virus ont été systématiquement adaptées aux besoins particuliers des personnes en situation de handicap, avec des dérogations pour les déplacements et pour le port du masque. Des fiches en langage facile à lire et à comprendre ont été élaborées afin de permettre à tous de comprendre les gestes barrières, les phases du déconfinement ou encore la vaccination, accompagnées de foires aux questions régulièrement actualisées, afin de protéger la santé des personnes en situation de handicap hébergées dans les établissements et leurs professionnels, bien sûr, particulièrement exposés dans le cadre de la crise sanitaire. Mon secrétariat d'État a travaillé activement avec le ministère de la Santé pour, dès le mois de janvier, prioriser dans le cadre de la campagne vaccinale les résidents des établissements d'hébergement pour personnes adultes handicapées. Pourquoi du FALC, vous me direz? Tout simplement pour préserver notre autodétermination et le pouvoir d'agir des personnes, si important depuis le début de ce quinquennat. C'est une feuille de route sur laquelle nous ne lâcherons rien. Cela justifie et incite à redoubler d'efforts que nous avons engagés pour faciliter l'accès aux soins des personnes en situation de handicap qui souvent en sont encore exclues. En particulier, les personnes en situation de handicap psychique, comme le rappellent régulièrement les enquêtes du site Handifaction. La Covid a mis en lumière l'importance de la santé mentale, santé somatique, santé psychique sont indissociables. Je ne reviendrai pas sur les enquêtes menées par Santé publique France, notamment, qui tout au long de la crise ont documenté la dégradation de la santé mentale des Français et tout spécialement des plus vulnérables que je viens de mentionner. Le phénomène nouveau, et le président de la République lui-même l'a souligné, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, en clôture des assises de la santé mentale et de la psychiatrie, c'est que cette prise de conscience de l'importance de la santé mentale n'est plus réservée à un cénacle d'experts nationaux et internationaux, déjà pleinement convaincus. Le phénomène nouveau, c'est que cette prise de conscience s'est imposée à nos concitoyens, brutalement interpellés, non seulement dans leur corps, mais dans leur esprit,
par l'impact de cette pandémie. Ils ont pu appréhender au plus profond de leur être combien santé somatique et santé psychique sont indissociables. La Covid, enfin, a pointé toutes les fragilités préexistantes de notre système. Mais elle a aussi révélé les capacités de résilience de notre société et les formidables trésors d'adaptation ou d'innovation dont recèlent tout spécialement les acteurs du champ de la psychiatrie et de la santé mentale. Usagers, professionnels, institutions. Le constat des fragilités est désormais bien établi et largement consensuel. Un virage ambulatoire inachevé qui n'a pas compensé la réduction des capacités hospitalières, l'accès difficile à l'offre sectorisée avec des délais trop longs pour un premier rendez-vous, une offre ambulatoire libérale inégalement répartie et non accessible financièrement pour tous, une entrée dans le soin trop tardive et souvent par les urgences, des parcours de soins morcelés ou des hospitalisations trop longues, un recours encore trop fréquent aux soins sans consentement, à l'isolement et à la contention. La persistance des cloisonnements entre acteurs du parcours, les usagers et les familles insuffisamment associés au parcours de soins. Tous ces constats, vous l'avez fait, ils sont consensuels. Et enfin, une représentation encore stigmatisante des troubles psychiques et de la maladie mentale, encore trop largement partagée. Le président de la République a confirmé la pertinence de ce constat. Il a souligné l'importance de la santé mentale et de la psychiatrie, incompatibles avec le sous-investissement, notamment financier, dont elles ont trop longtemps pâti. Il a regretté la désaffection croissante et injustifiée des jeunes médecins pour une discipline psychiatrique, dont la richesse et le dynamisme, exigeant certes de lui rendre toute la considération, bien sûr, qu'elle mérite. Mais il a plaidé et tracé les contours d'une ambition refondée et renforcée pour la santé mentale en s'appuyant sur toutes les forces qui font sa richesse et que la crise sanitaire a mises en lumière, à commencer par les formidables capacités d'engagement et de mobilisation de nos professionnels de la santé mentale. En réponse à l'urgence du moment, ils ont su mettre en place en un temps record de nouvelles organisations, exprimant tout leur dynamisme et toute leur capacité d'innovation. Multiplication des plateformes d'écoute, développement des services ambulatoires et des dispositifs pour aller vers les patients, promotion de la télémédecine, coopération entre professionnels de champs différents. Aujourd'hui, nous devons donc aller de l'avant, plus loin, plus fort, en capitalisant sur la richesse de ces forces, plutôt qu'en se désespérant de nos faiblesses. C'est tout le sens des mesures annoncées par le président de la République à l'issue des assises, donner un souffle nouveau, irréversible à l'action engagée par le gouvernement depuis 3 ans en faveur de la santé mentale. Si la crise sanitaire nous a conduit à une prise de conscience plus universellement partagée de l'enjeu de santé mentale, le gouvernement n'a pas attendu son irruption pour engager une politique résolue et cohérente en faveur de la santé mentale et de la psychiatrie. Ainsi, dès juin 2018, il a arrêté une feuille de route santé mentale et psychiatrie, croisée avec mon ministère et celui d'Olivier Véran, à l'époque Agnès Buzyn, composée de 37 actions concrètes déclinées dans une approche transversale et cohérente de la santé mentale, organisée autour de 3 piliers: promotion de la santé mentale, prévention de la souffrance psychique, parcours de soins, insertion sociale et citoyenneté. Des avancées incontestables ont été enregistrées dans le cadre de cette feuille de route. Donc, avec le ministre des Solidarités et de la Santé, nous avons régulièrement rendu compte au cours des 3 dernières années. Parmi celles-ci, on mentionnera la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention du suicide, le développement des compétences psychosociales, la finalisation des projets territoriaux de santé mentale, l'engagement d'un rééquilibrage financier de l'offre psychiatrique au profit des régions les plus déficitaires, le renforcement de l'offre en pédopsychiatrie et l'encouragement à l'innovation, l'engagement des réformes structurantes du financement et des autorisations de soins en psychiatrie. Ainsi, il me faut citer aussi les mesures spécifiques sur les politiques du handicap et la lutte contre l'exclusion, qui touche particulièrement les personnes en situation de handicap psychique. C'est le cas du soutien aux groupes d'entraide mutuelle. J'y crois énormément. Du déploiement de l'emploi accompagné. Là aussi, le job coaching sur ces troubles-là est hyper intéressant et très, très formateur. Ou des nouvelles formes d'habitat inclusif, avec le modèle « un chez soi d'abord ». Au total, ce sont près de 1,5 milliard d'euros qui ont été mobilisés pour la mise en œuvre de cette feuille de route. Les mesures annoncées par le président de la République représentent quant à elles un effort financier de plus de 1,9 milliard d'euros sur 5 ans. Elles sont déclinées autour de 3 axes: le triptyque considération, information, prévention, le renforcement de l'offre de soins et le soutien à la recherche et l'innovation en santé mentale dans toutes leurs dimensions.
Parmi les mesures phares, je rappellerai pour mémoire le développement des campagnes d'information sur la santé mentale, la mise en œuvre des 1000 premiers jours avec l'accompagnement psychologique de jeunes parents et le développement d'une offre de psychiatrie périnatale, le développement des premiers secours en santé mentale, le remboursement des séances avec un psychologue volontaire conventionné avec l'assurance maladie pour toute la population à partir de 3 ans, la création de 800 postes supplémentaires en centres médico-psychologiques et les centres médico-psychologiques infantaux-juvéniles, un renforcement ciblé de l'offre psychiatrique, un effort massif de 80 millions pour la recherche en santé mentale et psychiatrie, et enfin un appui renforcé à la consolidation et développement du réseau des GEM et des clubhouses. Les mesures annoncées par le président de la République témoignent ainsi d'une mobilisation au plus haut niveau de l'État. Vous en avez fait état, Monsieur le Président, en faveur de la santé mentale et de la psychiatrie, consacrée en priorité de premier rang et soutenue par un effort engageant l'interministérialité. Elle confirme et renforce substantiellement une approche transversale de la santé mentale, dans la continuité des ambitions et surtout ces ambitions de la cohérence de la feuille de route mentale et psychiatrie, avec de généraliser chez tous les Français une culture de la santé mentale. Ces mesures apparaissent ainsi, tout simplement, non comme une conclusion, mais bien comme l'ouverture d'un nouveau cycle de refondation de la politique de santé mentale. 2 vigilances prioritaires pour donner sa pleine efficacité à cette ambition. D'abord, il nous faut accompagner les projets territoriaux de santé mentale pour réellement décloisonner le secteur sanitaire, social et médico-social. Nous devons résolument dépasser les frontières institutionnelles. Les personnes en situation de handicap psychique ne doivent plus devoir choisir entre l'hospitalisation, l'internat au sein d'un foyer médicalisé et une vie en milieu ordinaire qui serait synonyme de parcours de combattant, de reste à charge, de difficulté d'accéder aux soins ou d'impossibilité de travailler. L'orientation vers le rétablissement, dont la généralisation par les établissements et services de santé mentale est encouragée, doit proposer un parcours global. Au-delà des soins médicaux, psychiatriques et somatiques, il doit permettre à la personne de pouvoir vivre de façon satisfaisante avec sa maladie et de restaurer son pouvoir d'agir dans tous les domaines de la vie. Il doit donc s'articuler ce parcours sans rupture. Les actions des professionnels du soin et du prendre soin, l'implication de la personne elle-même et de ses aidants pour favoriser la dynamique personnelle de rétablissement. Un objectif de transformation de l'offre institutionnelle est commun aujourd'hui aux établissements de santé mentale et aux établissements de services médico-sociaux. Mais cette dynamique de transformation, à l'œuvre dans les 2 champs, ne doit pas se déployer en parallèle. Elle doit être convergente et en complémentarité, en adoptant une approche volontariste de promotion des articulations fonctionnelles entre leurs différents acteurs. Les acteurs médico-sociaux, et tous spécialement ceux du handicap, doivent ainsi, s'ils ne l'ont déjà fait, prendre toute leur place au sein de ces projets territoriaux de santé mentale. D'un autre côté, les communautés 360 se sont développées à l'occasion de la crise Covid, qui a amplifié pour les personnes handicapées et leurs proches les difficultés d'accès aux soins et leurs accompagnements. Elle a montré le besoin de mieux adapter leur environnement de vie à la nécessité de réponses coordonnées ou de proximité. Je suis persuadée que l'instauration d'un dialogue et la création de passerelles entre ces 2 lieux d'expression d'une démarche populationnelle peut constituer un objectif fortement structurant et prescriptif d'évolution pour la santé mentale. Je suis de même convaincue que l'efficacité de notre action collective doit passer par le changement de regard sur les personnes, et notamment celles en situation de handicap psychique, cognitif ou présentant un trouble du neurodéveloppement. La solution par la poursuite d'une société plus inclusive, à même d'intégrer et d'accepter les différences et l'altérité. Car c'est bien en construisant cet environnement accueillant, apaisé, que nous permettrons à nos concitoyens d'y prendre toute leur part, ce qui ne pourra qu'être bénéfique sur leur santé mentale. Seule une véritable alliance avec les personnes concernées par la maladie et le handicap psychique nous permettra de réussir ce pari de la société inclusive. Une société qui promeut les différences, mais surtout les compétences des personnes en situation de handicap psychique et qui accompagne tous les acteurs de droit commun à monter en compétences pour tout simplement faire monter notre degré d'acceptation de cette différence. Autodétermination et la décision de décision, aussi petite soit-elle, doivent être ainsi le socle de tout projet individuel. Cela suppose de donner la parole à la personne handicapée psychique, d'entendre sa parole, d'écouter et de s'appuyer sur son expérience, de lui donner les moyens de son autonomie et de respecter ses droits. C'est à ces conditions qu'elle sera acteur
de son parcours de vie. Plusieurs leviers contribuent qui viennent d'être évoqués et renforcés par les annonces présidentielles. Les GEM, on l'a dit, parce que l'entraide est un puissant médiateur social. Ils sont une priorité de notre action. Dispositif souffle, non soumis à l'orientation justement d'une commission des droits et de l'autonomie, non médico-sociaux, où les personnes sont accueillies de manière inconditionnelle. Les GEM jouent un rôle essentiel dans la lutte contre l'isolement des personnes présentant des troubles psychiques. Ils sont au nombre de près de 650 aujourd'hui, dont des GEM pour personnes autistes. La mobilisation des savoirs expérientiels, des personnes elles-mêmes, de leurs proches aidants et des pairs intervenants ensuite. La mobilisation des pairs doit se développer tout autant dans le champ sanitaire que dans les pratiques du secteur médico-social. Qui saurait mieux jouer le rôle de médiation dans des situations de déni ou de renoncement aux soins qu'une personne qui vit avec une maladie psychique et qui a trouvé le chemin du rétablissement? Nous devons également développer l'intervention des pairs dans les parcours de formation des professionnels pour leur montrer tout l'intérêt des logiques d'alliance thérapeutique. Enfin, n'oublions pas les familles et les proches qui doivent être soutenus, comme le rappelle avec une insistance justifiée le baromètre des aidants de l'UNAFAM. Le renforcement de la participation des patients et de leurs familles à la définition et la mise en œuvre de leur parcours de soins et de vie, en privilégiant une approche non plus fondée sur les besoins et les logiques de l'institution, mais sur la consécration et le respect des droits des personnes, sont ainsi une priorité de notre et tout spécialement de votre action également. À ce titre, et comme l'a clairement démontré le sommet mondial sur les droits en santé mentale, Mind Our Rights Now, organisé par la France à Paris les 5 et 6 octobre dernier, dans la foulée des assises sur la santé mentale et la psychiatrie, l'ambition affirmée pour la santé mentale dans notre pays à l'issue de ces assises s'inscrit dans un mouvement plus profond et de grande ampleur, à l'échelle mondiale. Il s'agit désormais de promouvoir les droits santé mentale tout à la fois comme objectif et comme levier d'une politique de santé mentale consacrée par l'OMS, première priorité de santé globale, où santé somatique et santé psychique sont indissociables, comme je l'ai dit. Mesdames et messieurs, il y a donc aujourd'hui une conjonction inédite de facteurs favorables pour inscrire la santé mentale au premier rang des priorités de santé publique, entendu au sens large, sociétal de l'OMS, à l'échelle mondiale comme à l'échelle de chacune de nos nations. Nos opinions publiques y sont prêtes. Les acteurs du soin et de l'accompagnement sont mobilisés. Nous-mêmes, décideurs publics, sommes interpellés en retour par nos concitoyens en souffrance psychique et notamment par les plus vulnérables d'entre eux. Enfin, les institutions internationales, déjà fortement mobilisées sur la question de la santé mentale, ont redoublé d'efforts et renforcé leur appui auprès des pays les plus engagés pour faire partager leurs convictions à toute la communauté internationale. Ne manquons pas cette occasion historique. Je vous remercie.